Le 8 novembre 2016, au soir des élections, Donald Trump voit son monde basculer. Les photos le montrent regardant l'écran d'un air hagard et circonspect. On dirait qu'il n'arrive pas à croire qu'il est en train de gagner. Donald Trump will be the 45th president of the United Impossible States. political upset to become the president-elect. C'est une victoire historique pour un outsider en politique. I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans. C'est une revanche éclatante pour un candidat qui avait subi une humiliation cinglante quelques années plus tôt. Précisément le 30 avril 2011, lors de l'une des soirées les plus glamour de Washington. J'ai bavardé avec Donald alors que nous allions nous asseoir. Il était de très bonne humeur, très jovial. Les gens prenaient des photos et c'était formidable qu'il soit présent. Voilà des semaines que Donald Trump multiplie les attaques contre le président Obama à la télévision. On n'a pas le droit d'être président si on n'est pas né aux États-Unis. Il n'est peut-être pas né ici. Il y a un doute sur sa naissance, sa religion. Il est peut-être musulman. Je ne sais pas. Peut-être qu'il n'a pas d'acte de naissance. Mais je vais vous dire, s'il n'est pas né dans ce pays, c'est l'une des plus grandes arnaques de tous les temps. Ce soir-là, devant l'élite médiatique et politique de Washington, Obama riposte. Le président Obama prend le micro. Je vous en prie, asseyez-vous. Donald Trump est parmi nous. Et se met à démonter Donald publiquement. Personne n'est plus heureux, plus fier, de mettre un terme à cette histoire d'acte de naissance que Donald. Car il peut enfin se consacrer à nouveau à des questions importantes. Comme, avons-nous réellement marché sur la Lune? J'étais assis à 6 mètres de lui et il n'avait pas l'air à l'aise. Que s'est-il vraiment passé à Roswell? Et où sont Biggie et Tupac? Donald était sérieux comme un pape. C'était incroyable. Il était de marbre. J'étais à 2 tables de Trump. À Washington, quand on fait l'objet de plaisanteries au dîner des correspondants de la Maison-Blanche, on est censé garder la tête haute et au moins faire semblant d'avoir le sens de l'humour, même si on pleure dans son oreiller plus tard. Trump fulminait. Il avait le visage fermé. Il ne s'amusait pas du tout. Blague à part, nous connaissons tous vos qualifications et votre expérience. Et ça a continué. Il n'arrêtait pas de lui taper dessus. Je me suis demandé si Barack Obama serait capable de refermer les vannes qu'il avait ouvertes. On peut dire ce qu'on veut de M. Trump. Il apporterait certainement des changements à la Maison-Blanche. Voyons cela. Donald redoute l'humiliation et la honte, raison pour laquelle il tente souvent d'humilier et de rabaisser les autres. Alors quand le président le ridiculise, il doit trouver cela intolérable. Je crois que c'est ce soir-là qu'il a décidé de se présenter à l'élection. Ça a dû le motiver. Je vais me présenter, je vais leur faire voir. Chaque critique, chaque détracteur devra s'incliner devant le président Trump. Tous ceux qui ont douté de Donald, qui l'ont désapprouvé, qui l'ont défié un jour. Devenir l'homme le plus puissant de l'univers sera sa revanche absolue. Dieu vous bénisse et bénisse les États-Unis. Donald Trump rêve d'être celui qui recevra la clé du bureau ovale de la main de Barack Obama en 2017. Il en a fait une affaire personnelle. Il a un besoin viscéral de laver l'affront que lui a fait subir le premier président noir. This is New York.
Année 1940. Imaginez ce gamin de 13 ans qui a toujours vécu dans le confort et qui se retrouve soudain le seul des 5 enfants à être banni dans ce lieu sévère. Adieu le luxe, adieu papa et maman, frères et sœurs. Bonjour sergent. L'Académie militaire de New York ne badine pas avec la discipline. Elle a accueilli les fils du gangster John Gotti et du dictateur cubain Fulgencio Batista. C'était un endroit austère et effrayant. Ma famille me manquait. J'ai tellement pleuré les 2 premières nuits qu'on m'a mis à l'infirmerie. On pratiquait la culture du bizutage. Tout le monde. C'était comme ça. On nous frappait, on nous collait au mur, on nous forçait à nous bagarrer. Mais la brutalité ne dérange pas Donald. Il s'épanouit. Apparemment, ça lui plaisait beaucoup. Il aimait la responsabilité, la clarté des règles, et le fait qu'il y ait une médaille et un prix pour chaque chose. Sportif, il fait des étincelles au basket et aurait pu, à l'en croire, devenir joueur de baseball professionnel. Mais ses camarades s'accordent à dire qu'il est surtout fier d'avoir gagné la récompense la plus convoitée, être surnommé Don Juan dans l'album de sa promotion. La plupart des cadets prennent pour modèle Hugh Hefner, l'éditeur de Playboy. Oui, Hugh Hefner et son magazine incarnaient sa vision du succès. Les garçons apprennent beaucoup dans ces pages et lors de ce qu'ils appellent les conversations de caserne. C'était une mine de conseils. Nous y avons appris tout ce que nous savions sur les femmes. Ça a nourri toute mon adolescence. Et c'est pour ça qu'il a été difficile de quitter l'école militaire. Il a fallu comprendre qu'on ne pouvait pas se contenter de vivre selon Playboy. Ils obtiendront leur diplôme et grandiront. Mais les amis de Donald disent qu'à bien des égards, il n'a pas changé. Nos conversations en 1964 ressemblent beaucoup aux propos qu'il tient aujourd'hui. J'y entends l'écho de la vie de caserne que nous menions. Mais nous, ça nous a passé avec l'âge. Au début des années 1970, après avoir fini ses études, Donald Trump quitte le Queens pour Manhattan. La première fois que je l'ai rencontré, il m'a fait penser à Travolta dans La fièvre du samedi soir. C'était le jeune qui avait grandi loin du cœur de l'action. Et il en était cruellement conscient. Il avait toujours été fasciné par la vie à Manhattan, qu'il s'imaginait pleine de glamour, façon hollywoodienne. Stéréotype qui trotte probablement en permanence dans la tête de Donald, dans son imaginaire, ce serait Clint Eastwood, James Bond et Hugh Hefner. En arrivant à Manhattan, il prend son envol, il s'éclate à fond. Il est célibataire et c'est un excellent parti. Donald fréquente les lieux les plus branchés. Il rencontre la présentatrice de télévision Nikki Haskell, qui animait une émission sur le câble consacrée au Manhattan Nocturne. Personne ne le connaissait à l'époque. C'était juste un garçon aux dents longues et très intelligent. Un jeune loup qui rêvait de grandes choses. Ce sont des ambitieux comme lui qui ont construit cette ville. Le jour, il s'efforce d'accomplir ce que son père n'a jamais pu réussir. Percer dans l'immobilier à Manhattan. Il veut comprendre comment décrocher un contrat, comment se faire un nom à Manhattan. Et il a raison de penser que ce n'est pas facile. Il a besoin d'un mentor. Il le trouve en la personne de Roy Cohn, un célèbre avocat new-yorkais. Il était féroce. Il avait la réputation d'être impitoyable. The scene is Washington and the Senate Investigating Subcommittee. Mr. Cohn, his friend and aide, was present with Senator McCarthy to answer accusations.
Roy Cohn s'est fait connaître sous le McCarthyisme, une chasse aux sorcières visant les Américains soupçonnés de sympathie communiste. Il se délectait d'avoir détruit tant de vies durant l'ère McCarthy. Roy Cohn humiliait les gens. Il inventait des choses. Il n'avait aucune moralité, pas même celle d'un serpent. Il n'avait aucune valeur morale. Everyone knows the most famous legal, my pal and yours, Roy Cohn. Good evening, Nikki. How are you? Roy était un voyou. Il rendait coup pour coup. Il a rendu Donald très agressif. C'était un dur qui ne se laissait pas marcher sur les pieds. Et Donald s'est imprégné de cette attitude. Donald avait une photo de Roy dans un tiroir, une vieille photo en noir et blanc où Roy avait l'air d'un démon. Il la brandissait en disant « C'est mon avocat. Si on ne parvient pas à un accord, vous aurez affaire à lui. » En 1973, Trump l'engage pour les défendre, son père et lui. Ils sont poursuivis pour discrimination envers les Noirs désireux de louer un appartement dans leurs immeubles. Les agents de Trump inscrivaient la lettre C pour personne de couleur ou le chiffre 9 pour indiquer un potentiel locataire noir. Et ces personnes étaient souvent refusées. Trump lui a demandé s'il fallait négocier. Roy Cohn a répondu « Ne négociez jamais, frappez 2 fois plus fort que vos adversaires ». Lors des audiences et d'une conférence de presse, Trump et son avocat se présentent comme les victimes. Il contre-attaque en réclamant 100 millions de dollars de dommages et intérêts. L'action était menée par Roy Cohn et elle porte sa marque. Roy Cohn a appris à Donald à riposter en cognant, à utiliser les procès comme des armes offensives, à ne pas faire de quartier avec les hauts fonctionnaires, avec ses concurrents et avec tous ceux qui lui barraient la route. Et Donald se régalait. Mais les preuves de discrimination raciale sont accablantes. Trump est forcé de négocier. Néanmoins, il ne se reconnaît aucun tort et va jusqu'à déclarer que l'issue est une victoire. C'est l'exemple parfait du moment où Trump commence à montrer un comportement dont il ne cesse de parler aujourd'hui. Celui du cogneur. Si quelqu'un vient lui dire qu'il a fait une chose abominable, il répond en sortant l'artillerie lourde. Il n'admet rien, ne reconnaît jamais rien, ne dit jamais qu'il a fait une erreur. Il fonce. Et s'il perd, il crie victoire. C'est exactement ce qu'il a fait à l'époque. Il avait perdu de manière incontestable, mais il a proclamé sa victoire à grands cris. La controverse ne modère pas son ambition. Trump veut marquer Manhattan de son empreinte et cherche pour cela l'emplacement idéal. Il est tombé sur le site du grand magasin Bonwit Taylor. C'était un véritable monument, juste à côté de chez Tiffany. Il en était fou. Son projet, la Trump Tower, 58 étages de boutiques et d'appartements haut de gamme. C'est l'occasion pour Donald de surpasser enfin son père. Pour superviser le projet, il surprend le monde du bâtiment en engageant une femme. Il m'a dit que je devais être sa représentante et me comporter comme une Donna Trump. Il m'appelait la tueuse. J'étais responsable de tout ce qui devait normalement lui incomber. Dans cet univers exclusivement masculin, on n'a jamais vu ça. Donald pensait que les hommes étaient meilleurs que les femmes, surtout dans ce domaine. Mais il a ajouté qu'une femme compétente était meilleure que 10 hommes. Une femme devant faire ses preuves davantage qu'un homme, selon lui, elle travaillerait donc encore plus. Pendant que Barbara Reyes met les entrepreneurs au pas, Louise Sunshine, nommée vice-présidente, dirige les ventes. Il a engagé les meilleurs pour l'aider, et j'en faisais partie. On a fait ce qu'il attendait de nous. Trump, lui, se charge du marketing. Donald Trump, as I say, is just 33 years old. He now has an apartment for sale in a new Trump building called the Trump Tower. One floor of it
$11 million altogether. You're worth all this money. You say you didn't say that you want to be worth $1 billion. No, I really am not looking to make tremendous amounts of money. I'm looking to enjoy my life, and if that happens to go with it, that's fabulous. Pour vendre ses appartements, Trump a une idée novatrice. Il gonfle le nombre d'étages. De 58, sa tour passe à 68 étages. Je ne sais pas comment il s'en est tiré, mais il a réussi. Dans son esprit, c'était très logique, car si on loue un appartement, on préfère être au 14e plutôt qu'au 6e. Pour lui, plus l'étage était élevé, plus c'était chic. Dans son autobiographie écrite avec l'auteur Tony Schwartz, il appelle ça l'hyperbole véridique. Les gens ont envie de croire qu'une chose est la plus grande, la meilleure et la plus spectaculaire. C'est ce que j'appelle l'hyperbole véridique. C'est moi qui ai inventé l'expression hyperbole véridique. C'est ridicule, bien sûr, car il n'existe pas d'hyperbole véridique. Mais c'est une formule qui frappe. Elle exprime parfaitement sa façon de voir le monde. La vérité ne veut pas dire grand-chose pour Donald Trump. À l'époque où j'écrivais des articles sur lui, son avocat m'a dit « Donald croit que si on répète suffisamment quelque chose, les gens finissent par y croire. » Its opening party was one to end them all. Guests, thousands of them mingled with Leclerc's madcap performance. Et lors de l'inauguration, le marketing et la publicité rapportent. La Trump Tower, c'est une version de Donald Trump en marbre et en cuivre. C'est lui. Un projet audacieux, immense et brillant, accompagné d'une tonne de marketing. La Trump Tower a fait sa carrière. Le clinquant avait envahi New York et Donald en était l'incarnation. À ses côtés, sa première femme, Ivana Zelníková, un mannequin. C'était l'une des premières fois qu'il goûtait à la vraie célébrité. Or, Donald Trump est un homme qui s'épanouit sous les projecteurs. Quand il est dans l'ombre, il se sent diminué. Il a réussi. La Trump Tower est une réalité. La preuve qu'il est un gagnant. Mais pas aux yeux de tous. Les vieilles familles fortunées de Manhattan ne l'ont jamais accepté. Elles le jugeaient voyant, vulgaire, trop égocentrique et mal élevé. Il ne rentrait pas dans le moule. C'est là l'origine du ressentiment de Donald envers les élites. Donald et Ivana s'installent dans le penthouse occupant les 3 derniers étages de la tour. Mais il manque quelque chose. Il n'a pas beaucoup d'amis, mais comment pourrait-il en être autrement dans sa situation? Comment faire confiance à ceux qui ne travaillent pas pour vous? Qu'est-ce qu'ils veulent obtenir? C'est très difficile d'être au sommet, on y est très seul. Et il est l'incarnation de cette solitude du sommet. Mais Trump est de plus en plus célèbre. It's another dazzling Lifestyles of the Rich and Famous, your password to the last word in money, no object adventure and excitement. À la télévision, il devient un symbole de réussite économique. Il affirme être milliardaire. Welcome to the world according to Trump, the billionaire builder with a big bang approach who dared to autograph the Manhattan skyline. Désormais, Donald Trump est déterminé à faire connaître son nom dans tous les foyers américains. Il commence par une frénésie d'achat spectaculaire. Les banques faisaient la queue pour lui prêter de l'argent. C'était à qui ferait les meilleures conditions. Il dépensait comme un marin en goguette. Il achète un immense yacht dont il ne profite pas. Une compagnie aérienne. Il a acheté la flotte Trump à Eastern Airlines en faillite, sans rien y connaître. Il bâtit un empire du jeu à Atlantic City, 2 casinos et un hôtel. Puis s'offre l'emblématique Hotel Plaza à New York. Ça paraissait compulsif, peut-être même pathologique. Un casino, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Des hôtels, un yacht,
Partout où il allait, une grande propriété ici, des biens immobiliers là. À la fin des années 1980, l'ambition de Donald Trump le pousse en territoire inconnu, une campagne présidentielle. The signs of power and opulence in place, Donald Trump's personal helicopter descended onto this small airfield, greeted by a one-man Trump for president bandwagon. J'avais demandé à la Chambre de commerce de Portsmouth, dans le New Hampshire, de l'inviter à parler lors d'un déjeuner. C'est un conseiller municipal nommé Mike Dunbar qui a constitué le premier comité de soutien à la candidature de Trump. Roger Stone, le conseiller politique de Trump, est l'associé de longue date de Roy Cohn. Je ne crois pas qu'il pensait sérieusement à se présenter en 1988. Il aimait la publicité, la notoriété, ça lui faisait une bonne presse. What I want extreme competence. I want strength and extreme competence. And you need a combination of both, but I want strength and extreme competence at the helm of this country. Discours après discours, Trump délivre un message politique simple et direct. I'm personally tired of seeing this great country of ours being ripped off and really decimated and hurt badly by so many foreign nations that are supposedly our allies. L'OTAN nous arnaque. Pourquoi c'est nous qui payons? Pourquoi les Japonais et tous nos alliés qui sont riches maintenant ne payent-ils pas? Le commerce. On se fait plumer avec ces accords commerciaux. Il commence donc à exprimer ses vues dès 1988. Il aime tant attirer l'attention qu'il intervient même sur des sujets brûlants à New York. C'est l'âge des accusés, de 14 à 17 ans, et l'horreur de leurs crimes présumés qui a soulevé la fureur. Une femme qui faisait son jogging dans Central Park a été violée et battue presque à mort. Il s'est senti personnellement atteint par ce qui s'est passé à Central Park. Cet épisode l'a bouleversé et il a explosé. Après l'affaire de la joggeuse, il a acheté une pleine page de publicité pour dire que les gosses qui avaient fait ça devaient être exécutés, que c'était terrible, que c'était des bêtes, des animaux. You better believe that I hate the people that took this girl and raped her brutally. You better believe it. And it's more than anger, it's hatred. And I want society to hate them. Il fallait entendre en sous-texte « 5 gamins de couleur ont brutalisé une blanche dans Central Park et tout le monde est révolté. Ils ne sont pas comme nous et nous devons les traiter avec les méthodes les plus sévères. » Les 5 jeunes passeront des années en prison avant d'être innocentés lorsque le vrai coupable avouera le viol. Mais Donald Trump n'a jamais admis qu'il s'était trompé et il ne s'est jamais excusé d'avoir tenu ses propos. Mais cette explosion de rage télévisée a atteint son but. Trump est plus célèbre que jamais et on commence à parler de lui comme président. Je ne pense pas qu'il y croyait lui-même. Mais l'idée a fait son chemin dans son esprit et elle ne l'a plus quitté. Il a réussi, il est connu. Mais au début des années 1990, sa vie privée et professionnelle se fissure de toutes parts. La rumeur courait qu'il avait une maîtresse. J'étais bombardée d'histoires de ce genre. Liz Smith est une célèbre chroniqueuse mondaine pour la presse et la télévision. Elle tient Donald et Ivana à l'œil. Ivana était obnubilée par Donald. Parmi tant d'autres choses, on m'a raconté que pour lui faire plaisir, elle était partie en voyage afin de subir une augmentation mammaire et un lifting. Mais il y a maintenant une autre femme, Maria Maples, 26 ans. Ivana et Donald sont mariés depuis 12 ans. Ils ont 3 enfants. Elle s'est jetée dans mes bras en sanglotant. Elle m'a dit « Donald ne veut plus de moi. Il dit qu'il ne peut pas être attiré sexuellement par une femme qui a eu des enfants. » The Trumps are good copy, and the gossip columnists are in for a field day. The unfolding saga of Trump versus Trump. A high-octane mix
Des mois durant, les tabloïds font leur chou gras des détails de la liaison, de la rupture et du divorce. C'était immonde, vraiment affreux. La presse était accablante. Mais Donald n'avait pas l'air accablé. Ça lui glissait dessus. Il avait son camp et Ivana le sien. Il était très à l'aise durant cette période, conseillé par Roy Cohn qui lui disait que toute publicité était bonne à prendre. Donald Trump estimait que son nom, son image et sa marque avaient tout à gagner de cette guerre étalée dans les tabloïds new-yorkais, avec tous les détails croustillants de ses relations sexuelles. Même la pire publicité du monde peut avoir un effet positif. Les gens disent peut-être des horreurs sur vous, mais ils savent qui vous êtes. 2 ou 3 mois plus tard, ils ont oublié ce qui ne leur plaisait pas chez vous, mais ils se souviennent de votre nom. Au même moment, Donald se lance dans le projet le plus ambitieux de sa vie, le casino Taj Mahal. Si la Trump Tower est un marqueur dans la carrière de Donald Trump et représente tout ce qu'il a réussi, le Taj Mahal en est le pendant négatif, qui représente tout ce qu'il a loupé. Le complexe est immense. 1250 chambres, un casino grand comme 2 terrains de football américains, 14 millions de dollars de lustre. À Wall Street, certains analystes s'inquiètent. L'un d'eux se confie au Wall Street Journal. C'était un vrai problème. Je ne voyais pas comment la société allait couvrir les frais d'intérêt de l'emprunt, plus l'énorme masse salariale due à la taille des lieux. Trump a investi plus d'1 milliard de dollars dans le Taj. Quand les vents froids souffleront, il s'écroulera. Le marché est inexistant. Il envoie une lettre au patron de Marvin Hoffman. Les acteurs du secteur considèrent M. Hoffman comme un alarmiste. Il emploie un ton et formule des critiques de déséquilibrés. Aux yeux de Donald Trump, ceux qui le critiquent ou qui lui prédisent un échec sont des traîtres. Son instinct lui dicte de les réduire en miettes. Je vais poursuivre votre société en justice, à moins que M. Hoffman me présente des excuses publiques ou qu'il soit renvoyé. Marvin Hoffman travaille dans cette maison de courtage depuis 16 ans. On lui ordonne de faire machine arrière. Donald Trump envoyait un message à tout Wall Street. Évitez de me dénigrer, vous risquez de perdre votre boulot. Le courtier tient bon. J'ai été viré sur le champ. Et ils n'ont pas pris de gants. J'ai été escorté jusqu'à la sortie et quand l'ascenseur est arrivé au rez-de-chaussée, mon patron m'a dit « Marvin, je vous apprécie personnellement, mais un petit conseil d'ami, gardez ça pour vous, sinon vous ne travaillerez plus jamais à Wall Street. » Le Taj Mahal croule sous les dettes et ne rapporte rien. L'hiver suivant, comme l'avait prévu Marvin Hoffman, le casino rencontre de graves difficultés. Il était dans une situation financière terrible, et même pire que ça. La récession battait son plein et les gens ne jouaient pas. La source de revenus d'Atlantic City, le Taj Mahal et les autres casinos étaient presque à sec. Les autres investissements de Trump ne font pas mieux. Le Plaza est un gouffre financier et la compagnie aérienne perd de l'argent. Il tenait tout le monde pour responsable de ce qui n'allait pas, excepté lui. Il s'est mis à faire des reproches, à virer des gens, à leur crier dessus. Je peux gueuler, vous savez, et il ne s'en privait pas. Trump s'est toujours vu comme un gagnant. À présent, il a l'air d'un perdant. Cette période noire lui a causé un choc. Il n'y était pas préparé. Il a été pris totalement au dépourvu. C'était probablement le plus grand défi de sa vie.
Trump et ses sociétés doivent plus de 3 milliards de dollars, la majeure partie aux banques qui ont alimenté sa fièvre d'acquisition. Aussi vite qu'il l'avait adoré, les banquiers l'ont rejeté comme un paria. Oh non, pas Donald Trump. Ils ne lui adressaient plus la parole. Ils voulaient récupérer leur argent et se débarrasser de lui. Les banques fondent sur la Trump Tower. Ils ont organisé de gigantesques réunions à la Trump Tower. Ils étaient au moins 40 dans la pièce. Donald était très sobre, peut-être pas repentant, mais sérieux. Durant ces réunions, il paraissait ne pas avoir la moindre idée de l'ampleur du problème, ni de la manière de le résoudre. Il était PDG, il aurait dû comprendre les chiffres et leurs implications. Mais on aurait dit qu'il n'avait jamais suivi un seul cours d'économie ou de comptabilité à l'université. Les banquiers doivent prendre une décision cruciale. À l'époque, on se demandait s'il était préférable qu'il reste vivant, financièrement parlant, ou s'il valait mieux l'achever. Les banques se plongent dans l'abîme des comptes de l'organisation Trump. Elles finissent par conclure que les biens du magnat, ses immeubles et ses casinos, valent davantage avec son nom dessus que saisis. S'il le mettait en faillite, son nom n'apparaîtrait plus au fronton des casinos. Or, c'était un aspect majeur de leur attrait. Que pouvaient-ils faire? Liquider et prendre une énorme claque? La marque valait si cher que les banquiers étaient prêts à accepter une lourde perte pour la conserver. Son yacht et sa compagnie aérienne sont vendus. Et Trump se voit accorder une allocation de 450 000 $ par mois. En échange, il continuera à promouvoir l'entreprise. Les banquiers le voyaient comme un vendeur, pas comme un PDG. En tout cas, c'était mon opinion. Et les autres banquiers la partageaient. C'est un merveilleux battleur. C'est le Barnum du XXIe siècle. Donald Trump survit, mais ses casinos restent lourdement endettés. Il cherche une issue. Il la trouve à Wall Street. Donald Trump is gambling investors want to bet on him. This is a very exciting day. This is just the right time, and it's the right time for this industry. So we're really happy, and this is a very exciting day. Il cède des parts de ses casinos. C'est un vendeur de choc. Le cours grimpe à 35 $ l'action. Bien entendu, laisser Trump à la barre d'une société cotée en bourse, c'est comme laisser un gosse enfermé dans une confiserie la nuit. Trump se paie 44 millions de $ pour ses services et se fait rembourser des millions au moment même où la bourse commence à vaciller. Il gagnait des dizaines de millions de dollars par an, alors que le prix des actions chutait, voire s'effondrait. La société dépose le bilan 3 fois. Les investisseurs perdent des milliards. Il n'a jamais gagné un sou pour ses actionnaires ou pour les retraités dont les fonds de pension étaient liés à ces casinos. Pas un sou. Puis il a tout fait capoter. Fidèle à lui-même, Trump décrit cette période comme un succès. Donald Trump croit qu'il s'en est bien sorti parce que, comme il le dit, il s'est occupé de lui-même. Et tous ceux qui ont perdu leur chemise, pour qui ça n'a pas marché, c'est la vie. Ils auraient dû mieux surveiller leur investissement. Donald Trump conserve son capital principal, son nom. Il s'est aperçu qu'il pouvait construire un immense empire commercial en mettant son nom partout. Il n'avait pas besoin de se tuer à essayer d'acheter les terrains, de se battre avec les commissions d'urbanisme ou de s'arracher les cheveux pour un résultat incertain. Il lui suffisait de vendre son nom.
Dès lors, la promotion immobilière devient une activité annexe. Trump commercialise son nom à plein temps. You really think this is the right thing for us to be doing, Ivana? But it feels so right. Then it's a deal? Yes, we eat our pizza the wrong way. Crust first. Introducing... Avec son ex-femme, il transforme ses problèmes conjugaux en pub pour une marque de pizza. May I have the last slice? Actually, you're only entitled to half. Il a compris que nous étions un pays de consommateurs. Nous sommes tous des consommateurs. Nous avons été formatés pour ça. Nous en avons l'habitude. Or, c'est un excellent vendeur. Il sait vendre. It's amazing. A big and tasty for just $1? How do you do it? What's your secret? Il se sert de sa célébrité pour vendre de tout, des ordinateurs aux hamburgers. Got a buck? You're in luck. Together, Grimace, we could own this town. Il se rend compte que si on passe à la télé, si on est une célébrité, un homme qui a réussi, on peut exploiter le filon jusqu'à la fin de ses jours. Il s'essaye même au catch professionnel. Il en prenait plein la figure. On se payait sa tête. The Apprentice a renversé la vapeur. New York, my city, where the wheels of the global economy never stop turning. Il est apparu comme un entrepreneur crédible, avec un vrai parcours, malgré les faits. Et ce type, devenu une star de la télé-réalité, a appris qu'il pouvait devenir une star de la politique réalité. Who will succeed and who will fail and who will be the apprentice? Durant 14 saisons, des millions d'Américains regardent un Donald Trump soigneusement polissé. Il est parfaitement maquillé, parfaitement coiffé, parfaitement éclairé. Assis dans un fauteuil imposant, il prend des décisions difficiles. De quoi a-t-il l'air? D'un président. Les Américains se sont identifiés à Donald parce qu'ils voulaient lui ressembler. Ils aspiraient à être exactement comme lui. Ils voulaient voir cette opulence et il leur a présenté sous toutes les coutures ce que signifiait la réussite aux États-Unis. Good morning. Good morning. Everybody's saying I should run for president. Let me ask you a question. Meatloaf, should I run for president? Absolutely. Now you would definitely. L'émission décolle et Trump recommence à parler de la course à la Maison-Blanche. Who would not vote for me? Who would not vote for me? Come on. All right, good. A hot hint, don't raise your hand. I would say anybody that raised. Il était très sérieux. Il n'y a aucun doute là-dessus. Sa popularité n'a jamais été aussi grande qu'à l'époque de l'émission. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait à ce stade. Il a dû se dire « J'ai atteint le sommet. Qu'est-ce qu'il me reste à conquérir ?» La présidence. Et pour Roger Stone, son gourou politique, les téléspectateurs sont des électeurs potentiels. C'est le plus gros atout de sa campagne présidentielle, car pendant 14 saisons, les électeurs, la population, l'ont vu sous un éclairage idéal. Je sais bien que les élites méprisent la télé-réalité, mais les électeurs voient les choses autrement. Information ou divertissement, ça reste de la télé. L'argent coule à nouveau à flot. Il a redoré son blason et le monde entier le connaît. Donald Trump le sait. Il est prêt. Please welcome my friend, Donald Trump. Et il lève un lièvre susceptible de faire les gros titres. Why doesn't he show his birth certificate? I think he probably because I have to and everybody else has to. I'm sure why that you wouldn't can't he show? Excuse me. Why? No, excuse me. I really believe there's a birth certificate. Why? Look, she's smiling. Why doesn't he show his birth certificate? The birther thing is interesting because l'histoire du certificat de naissance de Barack Obama est intéressante parce qu'elle rappelle Roy Cohn et Joe McCarthy. Donald sait qu'il peut faire du sensationnel en présentant le passé d'un adversaire de manière brutale et insensible.
Quand il a lancé cette polémique, il savait très bien à qui il s'adressait. Aux petits blancs pauvres rebutés par ce président afro-américain. Donald Trump est milliardaire, il est célèbre, il passe à la télé et il dit que lui aussi est rebuté. Il emploie la méthode de l'insinuation de Roy Cohn et de Roger Stone. D'où c'est sorti? Excellente question. D'Internet, j'imagine. Je n'en suis pas l'instigateur, ce n'est pas moi qui ai lancé la rumeur. Je ne l'ai pas signalé à Trump, mais il sait que la majorité des républicains s'interrogent sur les origines d'Obama, sur la manière dont il est subitement sorti de nulle part pour prendre une envergure nationale et sur la question de son éligibilité à la présidence. Alors que la controverse fait monter sa cote de popularité, Trump arrive dans le New Hampshire pour ce qui ressemble au début d'une campagne présidentielle. Ses propos sont diffusés en direct sur une chaîne nationale. Mais le président Obama lui réserve une surprise. On Chinese products. Okay, we're going to leave New Hampshire and go to Washington and the White House where President Obama is speaking. As many of you have been briefed, we provided additional information today about the site of my birth. Obama a publié son acte de naissance et volé la vedette à Trump. Yes, in fact, I was born in Hawaii, August 4th, 1961, in Kapiolani Hospital. L'affaire de l'acte de naissance morte et enterrée, Washington s'attend à voir le milliardaire tomber dans l'oubli. Il est considéré comme fini. Mais il va passer les 4 années suivantes à paver la route de son retour. À la Trump Tower, en 2015, il annonce sa décision. Il va briguer la présidence, faire mentir ses détracteurs et régler ses comptes avec l'establishment. Il a un grand sens du spectacle. Ses mises en scène prouvent son talent. C'est un showman avant tout. Il a fait une entrée royale. Il a calculé son effet avec la descente de l'escalator. Il est accompagné de sa 3e femme, Melania, un mannequin slovène. Il descendait du ciel, ou presque. Il descend l'escalier plaqué or jusqu'au hall de marbre rose de la Trump Tower. Il monte sur scène et il dit « Vous êtes des milliers », en réalité des centaines. On aurait dit une énième suite de The Apprentice. Et c'était le moment qu'il visait depuis des dizaines d'années. Et il se lance dans un mélange de déclarations et de diatribes qu'on n'a jamais entendu dans une campagne présidentielle. À cet instant, il décide d'être lui-même. Il vitupère pendant 7 minutes. Il se lâche complètement. Il ne peut plus s'arrêter. Il parle sans filtre. Il laisse parler ses tripes. On ne savait pas qu'il allait parler des crimes commis par les étrangers, les immigrants clandestins, des viols et des assassinats. Sadly, the American dream is dead. But if I get elected president, I will bring it back bigger and better and stronger than ever before,
and we will make America great again. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. It's like a man working. Il travaille sans filet. On allume la télé pour voir ce qu'il va dire parce que ça peut être n'importe quoi. Il a un côté casse-cou. Il est sincère, authentique. On retient sa respiration. Qu'est-ce qu'il va encore dire? Pour certains, ce n'est qu'un nouveau coup de pub. Il a fait de nombreuses déclarations qui lui ont valu d'être rejeté et pris pour un bouffon. Mais il avait trouvé le moyen de toucher ceux qui comptaient pour lui. En fait, c'est le premier jour de ce qu'il appellera un mouvement. Le début d'une campagne qui lui apportera la récompense suprême. Donald Trump pulled off one of the biggest political upsets. Donald Trump is the 45th president-elect. President-elect Trump meets with President Obama. 5 ans après avoir été humilié par le président Obama, Mr. President, it was a great honor being with you. Donald Trump lui succède à la Maison-Blanche.